Bonjour et bienvenue dans ce débat philosophique. Mais non, vous êtes sur Plus ou Moins Geek, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de culture geek et plus en 52 minutes. Une petite date pour casser les préjugés. 1970, c'est la création du Comic-Con à San Diego qui deviendra le plus grand événement geek du monde. En parlant de grandes personnalités geeks sur ce plateau, ils sont là, ce sont mes chroniqueurs. Mademoiselle RL, journaliste et photographe. Monsieur Laurent Kessier, romancier à talent. Monsieur Sébastien Rassia, réalisateur et comédien. Monsieur Frédéric Molas, en pleine lecture d'un livre que je n'aurais pas dû lui donner. Et Monsieur Rurik Salé, compositeur, comédien et journaliste spécialisé dans le cinéma fantastique. Nous retrouverons un petit peu plus tard François, depuis chez lui en direct live préenregistré. C'est son côté british à mon François. Allez tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez la série télé Eerie, Indiana, le film Piège à Hong Kong, le comic book Sandman, la fin des aventures de Yumi au cœur d'un concours de cosplay, l'interview de l'auteur Serge Lehmann, Yotsubato, Baptiste et Nico se demandent si l'on peut prédire le futur, une enquête sur les doubleurs d'animés japonais, le court-métrage 56 pesos, et enfin l'incontournable A Shopping List. Et on attaque tout de suite avec Rurik. Rubrique cinéma avec Rurik. Tu es venu avec ta chemise de joueur d'échecs ? Effectivement, plein de joueurs autour de cette table. Celui-là, c'est les échecs. Nous sommes venus à deux pour poursuivre une mission divine. Il y a quelques temps, j'avais défendu Steven Seagal ici sur ce plateau. Tu le fais à chaque émission, hein, excuse-moi. Oui, et je continuerai, vous ne m'empêcherez pas. J'ai aussi démoli Chuck Norris et je vais cette fois revenir à un soutien, celui de ce personnage que nous allons découvrir en quelques images. Alors s'il te plaît, ça se passe à Hong Kong, voilà, il y a des feux d'artifice partout, un homme accroupi, un avion, une étoile, il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour un film, un drapeau qui flotte, voilà. Et bientôt, nous allons voir sur un horrible fond vert, je tiens à le dire, nous allons voir, s'il vous plaît. Le plus long teasing du monde. Ça vient. Est-ce qu'on le voit au moins ? J'espère. On a eu le vert. Jean-Claude Van Damme. Ah, quand même. Mais c'est Jean-Claude, il faut un peu de temps avant de l'adopter, mais j'ai envie de dire. Il a fallu qu'on devienne aware pour pouvoir C'est clair. La vache, mais tu te rends compte, ça fait presque une minute de Van Damme, il n'est pas dedans, quoi. Et aussi, bon, c'est la star du film, accessoirement. Voilà, Jean-Claude, moi j'aime beaucoup Van Damme, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Et un grand philosophe, non ? Alors voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme Johnny Hallyday, Christophe Lambert, quand on balance ces noms, tout de suite viennent des réflexions comme celle d'Irel, mon ami. Mais Irel, j'ai préparé exprès, je savais que ça te... C'est-à-dire que en fait, les gens qui vannent un peu Van Damme, je pense qu'ils ne lisent pas vraiment, qu'ils n'écoutent pas ce qu'il dit, parce qu'il a sa façon de parler un peu nébuleuse, mais c'est un mec hyper sincère, qui parle vraiment d'une passion qu'il a du cinéma, de sa vie, qui a traversé des trucs très durs, comme beaucoup de gens, mais lui, il en parle, il essaie d'en parler, il essaie de communiquer. Je pense que les gens l'écoutent très peu, c'est un peu dommage, et surtout, c'est un mec passionné par le cinéma, il faut l'entendre parler quand il dit « Ouais, j'étais tout petit en Belgique, et puis quand j'étais dans la rue, il y avait le ciel jusque-là, il pleuvait, c'était gris. » Il y avait des frites. Et j'allais voir, il y avait des frites, c'était terrible, et j'allais voir Laurence d'Arabie, et là je voyais le cinémascope, je voyais le désert. Le mec, il te parle, il te dit pas je vais gagner des thunes, il te dit j'ai fait du cinéma parce que c'était mon rêve d'enfant. Et cette passion se traduit par, peut-être moins récemment, mais une volonté de jouer toujours mieux, de faire des films toujours mieux. Et pendant les 3 premiers quarts de sa carrière, il a fait des films de mieux en mieux. Donc au départ, c'était Bloodsport, c'était des trucs qui l'ont fait découvrir. Mais après, il y a eu des Répliquants. Et il fait ce film complètement fou, complètement barré. Les gens à l'époque disent « Ouais, Choi Hark se fout de sa gueule. Choi Hark, c'est un maître. Hein. » Et une espèce d'adéquation dans ce film entre le Van Damme qui est au top de ses... Voilà, on va pas trop jouer le people, mais au top de ses addictions qui le rendent un peu fou. C'est à moitié une comédie absurde et en même temps film d'action, difficile à résumer parce que complètement bordélique. C'est ce que j'allais te demander, parce que sorti en 98, c'était dans un contexte assez particulier. C'était dans un contexte très particulier puisque ça se passe j'en reparlerai lors de À toute épreuve de John Woo, ça se passe lors des derniers instants de Hong Kong, quand Hong Kong va revenir entre les mains de la Chine. Et donc c'est en fait aussi une sorte on va dire de métaphore bordélique totale sur que va devenir Hong Kong, etc. Le film se termine d'ailleurs à un moment sur une explosion et on entend la speakerine qui dit on ne sait pas si cette explosion fait partie de la cérémonie de rétrocession ou si c'est une explosion accidentelle. Là je pars dans tous les sens parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voyez ce film-là, mais surtout tous les autres de la période Van Damme jusqu'au milieu des années 2000. Voyez à quel point ce mec-là essaye de faire des films parfois ratés, parfois réussis. Il a réalisé son film en plus. The Quest. Oh non, il y a très longtemps. The Quest, ça date pas d'hier avec Roger Moore. Il s'appelle Le Grand Tournoi en français. Voilà. Ah non, il a fait un autre depuis. Je crois qu'il est à Hong Kong, il me semble. Ah, apparemment, c'est le deuxième truc qu'il ne fallait pas dire. Hein, ouais, alors celui-là, celui qui n'est pas sorti, qui s'appelle, j'ai oublié son nom. Il y a Eagle dedans. The Eagle Path, voilà. Ouais, Eagle Path. Je crois que c'est l'un des films les plus autres
que j'ai vu de ma vie, indescriptible. D'ailleurs, il n'est jamais sorti. Voilà. Mais bon, je ne suis pas là pour dire du mal de Jean-Claude Van Varenberg, je suis là pour dire manger des frites. Bon, en tout cas, on sent que ça va encore nous donner 25 chroniques avec Jean-Claude Van Damme sur les saisons à venir, ça. Bien sûr. Y a-t-il des gens cosplayés en Jean-Claude Van Damme dans la dernière partie de l'Inside de Yumi, puisqu'on l'a envoyé à Japan Expo Belgium pour couvrir un grand concours de cosplay? La réponse tout de suite, c'est le 3e et dernier épisode. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. On est donc à la Japan Expo Belgium pour s'occuper un peu de cosplay. Et surtout les sélections belges pour l'European Cosplay Gathering qui va plus nous intéresser. Pour ceux qui auraient raté les 2 premières parties de l'Inside, l'European Cosplay Gathering est un concours de cosplay européen. 3 à 4 représentants sont sélectionnés dans 11 pays du continent. Et aujourd'hui, il s'agit de l'élection des représentants belges. Je meurs d'impatience de savoir qui va gagner. Mais laissons encore un peu de suspense et suivons Yumi dans les allées de Japan Expo Belgium. Oh là, Totoro. C'est trop kawaii. C'est trop mignon. Pour RL celui-là. Celui-là c'est pour David. Et celui-là pour Eric. Et moi on m'oublie toujours juste parce que je suis une voix off. Bon, revenons à nos moutons. Comment reconnaît-on un vrai cosplayer dans une convention? Ce n'est pas une cosplayeuse. C'est une gothique Lolita. Même une sweet Lolita, je pense. Alors, une sweet Lolita, c'est une fille qui s'habille avec des grandes robes, souvent inspirées du XVIIe siècle français. Et donc, qui est plutôt habillée dans les tons rose pâle, qui aime les petits lapins, les poneys, des trucs comme ça. Et là, c'est des steampunk, en fait. Donc, c'est pas du cosplay. C'est un art vestimentaire aussi, mais en fait beaucoup plus basé sur la création d'objets du genre machines à vapeur et tout, c'est un peu leur univers. Donc voilà, et donc, par exemple un bras en cuivre. Ah, c'est pas si simple que ça le cosplay. Il y a encore d'autres styles de vêtements qui peuvent faire penser à du cosplay? Encore un exemple qui n'est pas du cosplay, c'est du cyber kawaii. Donc en fait, c'est des personnes qui s'habillent de manière futuriste, mais qui rajoutent des éléments kawaii. Maintenant que le cosplay n'a plus aucun secret pour nous, allons voir qui sont les gagnants du concours ECG. Là, on attend les résultats pour savoir qui va représenter la Belgique à l'European Cosplay Gathering. Je n'en peux plus d'attendre, mais qui sont donc les représentants pour la Belgique de l'ECG? Ah, ma princesse, j'aimerais tant être ton prince charmant. L'inconvénient d'avoir des cosplays un peu imposants. Mais j'en peux plus! Qui est le premier? Qui ira à Paris représenter notre pays à l'European Cosplay Gathering et... Non, je le savais. Non, je le savais, je l'avais dit. Et si nous allions interroger la gagnante solo? I make cosplay because I really enjoy the creative aspects of cosplay. Learning a lot of new things, techniques like sewing, molding, casting things in resin, even electricity like LED lights. And it's just really overall a lot of fun to wear a costume. So that's why I cosplay. Encore félicitations aux gagnants. Mais nous ne pouvons pas partir du salon sans faire un tour du côté des jeux vidéo. Donc là, on est dans l'espace consacré aux jeux, comme par exemple les mecs derrière moi qui sont en train de faire du DDR. Le DDR, comme vous le savez tous car vous suivez bien notre émission, est un jeu de danse incontournable dans les salles d'arcade. La vieille bande d'arcade, c'est du rétro pour Fred. En parlant de lui, mais t'aurais pas un petit peu vieilli, Fred? Mais fallait me le dire que tous les chroniqueurs étaient là, je serais venu faire un petit coucou. Tu peux nous expliquer un peu ta tenue? Ouais, bah en fait à la base je crée un jeu avec un programmeur, on est à deux à faire un jeu sur Dreamcast. Et puis bah, l'année passée j'avais un stand et quitte à marquer le coup, je me suis fait une tenue qui ressemblait à un des personnages du jeu. Et je me suis dit que ce serait plus sympa de pouvoir aller dans les allées faire jouer n'importe qui. Du coup j'ai créé un petit kit pour pouvoir me déplacer avec ma console et faire essayer mon jeu. Oh la classe! Yumi est déjà une vraie star. Voilà, la Japan Expo c'est terminé et ce fut une journée pleine de cosplay.
Et maintenant, un petit moment d'enfance, puisque je vais ressortir le petit être gentil et mignon qui est en moi. Je vais vous parler de mes souvenirs avec cette nouvelle série télé. On se retrouve après ce jingle. Rubrique série télé avec David. Oui, parce que moi, les amis, j'ai grandi un peu comme Fred dans un petit village. Et quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, il y avait plein de maisons abandonnées, il y avait des gens chelous. Et quand t'es môme, tu fantasmes vachement sur le fait que les gens, ils doivent être un peu bizarres, il doit y avoir des trucs un peu fantastiques. Et c'est exactement le sujet de la série dont je vais vous parler, dont on va voir le générique. T'es en train de dire que les gens de mon village, ils sont chelous? Ceux du mien aussi. Hein. En tout cas, l'un Alors, le titre français est pourrave, c'est Marshall et Simon, mais le titre original est Erie, Indiana. C'est une série qui a été diffusée en 91 et 92 sur NBC. Vous allez voir plein de clins d'œil, voilà, à une sorte de souvenirs de cinéma. Il y a des références, c'est une série avec des références voilà, au Yeti, au loup-garou de Lon Chaney. Il y a un personnage dans cette série qui, lors d'un épisode, s'appelle Boris Van Orloff, qui est un comédien dans un vieux film de momie, qui est donc une référence à Boris Karloff. Karloff, je l'ai bien dit. Voilà, qu'est-ce que c'est que Erie, Indiana? C'est ce que je disais, c'est le fantasme de tous les ados. C'est-à-dire de se dire, j'arrive dans un patelin où tous les gens vont être bizarres. C'est une série jeunesse. Alors, c'est une série jeunesse, mais ça a déjà quand même plus de 20 ans. Donc, non, la série n'est pas jeune, mais c'est le public. Ouais, mais tu vas comprendre, et quand je vais te dire qui est le conseiller artistique de cette série, ça va, je pense, ça va te titiller. Le pitch, il est super simple, c'est Marshall, c'est un môme qui a 12-13 ans, qui arrive d'une grande ville, qui arrive dans cette petite ville de l'Indiana, donc Erie, qui compte 16 661 habitants, donc dedans il y a 666. Donc il y a déjà quelques petites indications sur ce qui se passe, et il est persuadé que il y a plein de trucs chelous dans cette ville, et il se dit, si je dois disparaître, il faut que je garde des preuves de ce que je vais chercher. Donc chaque épisode, c'est une série qui est très courte, hein, c'est 19 épisodes, et à chaque épisode, il va par exemple enquêter sur une nana qui vend des tupperwares, dont la faculté, c'est de garder quasiment indéfiniment frais les objets qui sont dedans, les aliments, sauf qu'ils vont se rendre compte que ses propres enfants dorment dans des versions XXL des tupperwares, et que ces mômes, ça fait 35 ans qu'ils ont 11 ans. Il y a un autre épisode où... Ça se passe au Japon, donc j'imagine. Il y a un autre épisode qui est absolument génial, où ils se demandent où passent les objets qu'on perd. Alors, ils font une petite tentative, ils mettent un billet de banque sur le coin de la rue, le billet commence à s'en aller, les deux mômes courent après le billet, c'est chopé par un biker, il fait « C'est à toi ce billet, petit ?» T'as plein de mecs en moto avec les Harley derrière, l'autre il fait « Oui, monsieur ». Il lui met dans la poche, il fait bah, « Fais attention quand même ». Et du coup, il dit à ses autres potes « Venez, on va au centre commercial parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a perdu un bébé chat ». Et pendant qu'il y a cette réplique, il y a un des jeunes héros qui disparaît et ils vont se rendre compte que sous la ville de Erie, il y a un service qui s'appelle le service des objets transportés dans un autre endroit. Qui est joué par, dont un des comédiens est joué par Dick Miller. Ah, d'accord. Et c'est le comédien culte de qui, Dick Miller? De Joe Dante. De Joe Dante, parce que Joe Dante est le conseiller artistique de cette série. C'est Joe Dante, c'est Gremlins, c'est Explorer, donc des films qui sont beaucoup dans la nostalgie de cette enfance des années 50, un petit peu dans l'esprit, l'American Way of Life. Donc voilà, en tout cas, c'est une ville où tout le monde tond sa pelouse au même moment. Leurs voisins, c'est une sorte de vieux Elvis vieillissant. Il y a, comme je disais, tous les épisodes sont pleins de clins d'œil comme ça. Il y a un épisode, un peu dans les façons zombies de Romero. Il y a ce côté, là je parlais donc des vieilles séries des années 50, il y a vraiment ce côté nostalgique qui ressort tout le temps. La série va connaître un gros problème au niveau des audiences puisqu'elle va être diffusée le dimanche soir face à des grands shows d'information aux États-Unis. L'audience se casse la gueule, la série essaie un petit peu de reprendre un chemin en bifurquant de son concept vers le 13e épisode, ça va pas changer grand-chose. Il y a des chaînes câblées qui vont la rediffuser après, ça va bien marcher. Ils vont d'ailleurs lancer une autre série dérivée, un spin-off qui s'appelle Erie, Indiana, la nouvelle dimension, qui est pas bonne, il va y avoir des livres, mais c'est pas bon. Mais en tout cas, cette série, c'est un vrai flashback, c'est un souvenir d'enfance, j'adore ça. C'est dispo en DVD Alors, c'est dispo chez Kazé dans une version... Alors, ça existe en France, ça a quand même l'avantage d'exister. Par contre, la qualité, c'est une sorte de VHS RIP, tu vois. La qualité pas terrible, mais en tout cas, ça permet d'un petit peu de se plonger là-dedans, et c'est vraiment, vraiment bien. Quelqu'un qui est vraiment bien, c'est Serge Lehmann. Très bien, Serge Lehmann. Que tu connais, encore un copain, parce que cette émission, ce n'est que du copinage. Allez, tout de suite, interview carrière. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Serge Lehmann est l'une des figures du fantastique et de la science-fiction en France. Dopé aux revues Strange et Métal Hurlant, on lui doit les romans Le Haut Lieu, Le Cycle de Faust ou encore Aucune étoile aussi lointaine. Il signe notamment le scénario de l'adaptation de Immortel Ad Vitam, le film d'Enki Bilal. Lui qui a commencé dans le roman, pourquoi avoir bifurqué vers la BD? J'ai toujours eu des relations très très visuelles à mes sujets de romans ou de nouvelles. La tentation de la bande dessinée était une évidence.
qui a été contrarié très longtemps simplement parce que quand j'aurais pu commencer à travailler dans la bande dessinée, c'était la fin de Métal Hurlant, c'était la fin des revues en fait. Donc on passait d'une économie de la presse à une économie du livre. Et je me suis retrouvé à partir de 90 finalement à écrire des romans, des nouvelles chez des éditeurs professionnels, dans la presse, à animer des anthologies. Et la bande dessinée s'est éloignée simplement parce que j'avais pas le temps, quoi, tout simplement, et que mon imaginaire était absorbé par la littérature. Et puis en 2005, quand j'ai fait le livre des ombres, quand j'ai commencé à rassembler mes nouvelles et à essayer de repenser un peu ce que j'avais fait, La Talente, les éditions de La Talente m'ont proposé de réfléchir à la collection, de proposer des projets. Et ce que j'ai fait, donc il y a eu Thomas Lestrange, La Saison de la Couleuvre, et La Brigade Chimérique qui a très bien marché. Pourquoi faire des super-héros en France ? Alors le projet de la Brigade Chimérique, c'était un projet qui visait à répondre à une question d'enfant, à une question que je m'étais posée enfant quand j'avais découvert les bandes Marvel dans Strange. J'étais fasciné par cet univers qui était sans équivalent dans la BD européenne. Et quand on voyait Spider-Man ou Daredevil à Manhattan évoluer, il y avait un côté comme ça de fusion du personnage avec son décor qui était formidable. Et relever la tête de ces bandes dessinées et regarder le décor parisien, qui par ailleurs est merveilleux, créait une espèce comme ça de frustration. On se disait, mais où sont les nôtres, quoi ? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas cet enchantement-là ? Il n'y a pas de super-héros européens et français au sens où Stan Lee l'entendait, ni même les gens de la DC. Mais il y a une tradition des proto-super-héros qui a été révélée par un scénariste de génie qui est Alan Moore. Quand Alan Moore, par la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, s'est emparé de personnages comme le Capitaine Nemo, l'Homme Invisible et le Dr Jekyll, pour ne prendre que cela, il a montré qu'en fait, d'une certaine manière, c'était des super-héros. Ils avaient deux identités, ils avaient des pouvoirs. Et il montre que ces personnages sont présents sous une forme archaïque ou primitive dans l'imaginaire européen. Donc je me suis retrouvé avec cette occasion de faire de la bande dessinée et avec cette espèce de question lancinante que je traînais depuis l'enfance, pourquoi il n'y a pas de super-héros français ? Et je me suis dit à un moment, si on racontait cette espèce de saga uchronique des super-héros des années 20-30, voilà, on s'est emparé de tous ces personnages et sous le label La Brigade Chimérique, on les a fait revivre et on a raconté la crise qui, à notre avis, c'était l'analyse historique qu'on faisait et culturelle, les a fait disparaître de l'imaginaire européen. C'est le discrédit jeté dans la culture européenne sur le thème du surhomme par les nazis, tout simplement. En Europe, le surhomme est une figure du mal. Donc il n'y a pas de super-héros en Europe et la réponse est toute simple. Il n'y a pas de super-héros en Europe parce que l'Europe a été peuplée de super-vilains pendant 5 ans. Et que le prix du sang pour s'en libérer a été épouvantable. Donc la brigade a raconté le traumatisme en se disant que ça peut avoir des vertus cathartiques, qu'en faisant face, peut-être qu'on arrive à dépasser l'événement, justement, et à reconsidérer la figure du surhomme. Et puis ensuite, sur la lancée de la brigade, on a lancé chez Delcourt, cette fois-ci, une nouvelle série qui s'appelle Masqué, qui se situe dans un présent parallèle, un présent où Paris est devenu Paris Métropole, où en fait la plupart des objets SF se sont réalisés dans le présent. Et dans ce Paris Métropole, ce Paris de rêve, réapparaît la figure d'un super-héros. On retrouve un vieux costume oublié depuis la Deuxième Guerre mondiale, un militaire en rupture de ban le réenfile, et une nouvelle histoire commence, du moins on espère qu'elle commence. Voilà. Pourquoi tes super-héros sont-ils si différents des super-héros américains ? Les codes américains ne fonctionnent pas en Europe. Aux États-Unis, la source des puissances est dans le ciel. C'est-à-dire que les États-Unis se sont imposés sur la scène mondiale au moment de la Deuxième Guerre mondiale par l'aviation. Ils se sont imposés dans l'imaginaire urbain par les gratte-ciel. Et c'est pas un hasard si le premier super-héros tombe du ciel. Superman, c'est un homme qui tombe du ciel. En Europe, la source des pouvoirs, elle est sous terre. Les personnages qui, dans notre mythologie BD moderne, s'apparentent le plus à des super-héros, que ce soit Alcide Nicopole dans La Foire aux Immortels, que ce soit le Major Fatal de Möbius. Toutes les scènes clés se passent dans le métro ou dans les souterrains. Donc c'est pas la peine de montrer un type se faisant foudroyer sur le toit d'un immeuble haussmannien de 6 étages. Ça arrachera un sourire, ça peut même être très bien ou très joli, mais au fond, il se passe rien d'important. Il se passe quelque chose d'important quand on arrive à trouver ce qui, chez nous, est porteur de puissance mythologique. Voilà. En faisant comme ça pour chacun des aspects de la mythologie des super-héros, petit à petit, on arrive à accumuler une somme de détails qui semble fonctionner. Voilà. Donc Masqué, c'est une sorte de laboratoire narratif où on essaie de raconter une belle histoire de super-héros. On raconte ce qui se passe dans la culture en même temps que ce qui se passe dans l'histoire. C'est une tentative de retour. Donc c'est un laboratoire narratif, esthétique, culturel, dans lequel on espère que se passent des choses intéressantes. Voilà. Et on verra au fil des albums si c'est bien le cas.
Mais moi aussi, à mon avis, je suis un super-héros. Si, je suis un peu comme l'homme invisible, c'est-à-dire qu'on n'entend que ma voix dans l'émission. On ne me voit pas. Et je me tourne vers le plus intelligent d'entre nous, notre maître Capello. Lehman, comment est-il? Comment tu l'as rencontré, toi? Très sympa. Oh, ça fait longtemps. Avant d'être scénariste de BD, il a longtemps été auteur de SF. C'était un peu le chef de file de la SF française au tournant de l'année 2000. Et là, il a entamé une deuxième carrière de scénariste de BD. Il fait plus que ça. Et c'est un vrai plaisir de l'entendre parler de super-héros. Voilà, ça pourrait durer des heures. Voilà, j'adore l'écouter parler de super-héros. Autre plaisir qui n'est pas coupable, c'est RL. Rubrique culture japonaise avec RL. Donc si depuis environ 10 ans, il y a une autre série qui tient la première place dans mon cœur avec Mushishi, c'est Yotsubato. Donc le plus simple, c'est qu'on regarde quelques planches de suite. Donc c'est une série qui est disponible qu'en manga. Il y a eu une histoire d'adaptation animée. En fait, déjà, il bouge. Non, mais je pense qu'elle a 7 ans, pas 6. Hein. Non, ne te détrompe pas, c'est vraiment très très différent de ce que tu veux penser. Détrompe-toi. Donc c'est une série humoristique. Moi en fait, je l'ai acheté. Ça ressemble à Azumanga Daioh. Voilà, je l'ai acheté parce qu'en fait c'est Azumaki Ohiko qui est l'auteur d'Azumanga Daioh, une série qui a connu un grand succès grâce à l'adaptation en animé. Et il s'est lancé donc dans cette nouvelle série. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Yotsuba, qui arrive avec son papa dans la grande ville. Donc il déménage, il s'installe, et on va retrouver la vie citadine à travers son regard qui est hyper décalé. Donc c'est un petit peu un personnage comme si Harale de Dr Slump avait été une vraie petite fille. Elles ont beaucoup de traits caractères en commun, donc c'est des personnages toujours hyper énergiques, hyper gays. Elles sont. C'est un peu cucu, caca, pipi, pout, Non. comme. Vas-y, rajoute-en 2-3 surenchères. Non, c'est vrai que c'est une petite fille qui a 5 ans. Alors au départ, on peut penser que c'est une série pour les petits, et en fait, c'est vraiment tout public. Moi, je suis marquée quand j'étais au tutorat avec les étudiants japonais, ils venaient tous chez moi lire dès qu'il y avait un tome qui sortait, ils venaient s'incruster chez moi pour les lire. Tu parles c'était pour lire le truc. Ils étaient chez toi parce qu'ils voulaient te draguer. Comment ça s'appelle les séries c'est les séries Way of Life, là, je sais pas quoi, où ça raconte juste la vie banale. Voilà. Aujourd'hui, j'ai acheté une fleur, c'est ça? Sauf qu'en fait, c'est ça. En fait, chaque chapitre, c'est une journée. Et chaque journée, il va se passer quelque chose. Les jours se suivent vraiment chronologiquement. Donc en fait, au bout de 11 tomes, on n'est pas allé bien loin dans le temps. 3 mois se sont écoulés. C'est un peu ça, voilà. Mais c'est un peu aussi fun que faire une file d'attente à la poste. Non, parce qu'en fait, c'est un prétexte. Donc c'est un personnage qui est super drôle. Donc par exemple, son père, il lui dit faut pas faire ça, elle l'écoute pas, évidemment, elle fait la bêtise, elle se fait gronder, après elle va faire la morale à tout le monde, faut pas faire ça. Donc les enfants sont formidables. Non mais voilà, mais c'est vrai que c'est ça. Et il y a des trucs hyper cons, genre elle fabrique du lait avec de la gouache, elle file à son père, il est pas au courant, c'est dégueulasse. Elle lui dessine des moustaches quand il dort, ou alors ils vont voir un grand magasin, elle va s'endormir dans le lit, il la retrouve de moment. Faut aimer ce genre de truc parce que quand tu le lis, il se passe rien, c'est trop bien. Non, c'est pas. Tu me dis, je suis content parce qu'après la chronique que j'avais fait sur le caméléon, vous m'avez tous déchiré. Je pense que là, RL n'est pas dans une situation agréable. Dans le meilleur du manga 2013. Tu dis que c'est pour les adultes aussi, mais c'est scénario. Ouais. Non, mais adultes aussi. Dans le meilleur du manga 2013, c'est dans le top 10. Au Japon, il y a 9 millions d'exemplaires qui ont été vendus jusqu'au tome 11. En 2 semaines de vente sur le tome 11, ils ont quasiment atteint 530 000 exemplaires. C'est énorme, c'est un succès monumental. Et c'est pas les enfants qui l'achètent. Ouais, mais est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un gage de qualité? Est-ce que ça correspond pas un peu à la culture japonaise, justement, qui a quand même ce côté un petit peu naïf aussi sur certaines créations? Oui, ça marche en France. C'est pas un argument ça de marche dire très bien en France. C'est sur la vie quotidienne, donc ça n'a aucun intérêt. À ce compte-là, Snoopy, ça serait nul parce que Snoopy, c'est des enfants qui discutent et voilà, c'est comment c'est fait. C'est qu'en fait, par son personnage, en fait, il va faire un regard critique sur la société. Par exemple, elle va découvrir la clim. Donc, on va lui dire, oui, mais tu sais, la clim, ça fait du frais, mais c'est mauvais pour l'environnement. Alors, du coup, elle va rentrer chez elle, elle va faire, papa, on a la clim. Il fait, bah oui, elle est là. Tu me déçois beaucoup, papa. Enfin, c'est des trucs. Mais c'est hilarant. Mais si, c'est super. Mais t'es un vieil aigri en fait, quoi. Tu sais, c'est le chaos de Mortal Kombat, c'est la fatality, c'est finish. Il mange un enfant au petit déjeuner tous les matins. Un dernier petit point. Vas-y, c'est le dernier, parce qu'après t'es puni. C'est un manga aussi qui est très accessible pour les débutants de japonais, donc je tiens à le dire. Celui-là, c'est le japonais, je vais te passer sur un vrai argument de vente. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant de l'acheter parce que c'est facile à lire. Yotsuba parle tout en kana, donc c'est le syllabaire assez simplifié qui est utilisé pour les japonais. Les kanjis
sont tous, la lecture est écrite partout. Donc c'est vraiment hyper accessible pour les personnes qui ont, par exemple, 3 mois de première année, par exemple, on peut lire. Ceci étant dit, si c'est écrit qu'en kana, c'est peut-être aussi un signe comme quoi il s'adresse surtout aux enfants. Bah, c'est vrai, c'est large. Et on reste dans la culture japonaise avec cette nouvelle enquête geek qui nous emmène au cœur du doublage des animés japonais. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Nous avons mené l'enquête dans le monde du doublage des animés, avec notamment 2 voix françaises issues de Dragon Ball et une doubleuse japonaise pour comprendre les subtilités de ce métier. Bon, d'accord, on l'a aussi fait parce qu'on les adore entendre faire des voix qui ont bercé notre enfance. D'ailleurs, saurez-vous les reconnaître? Tu voudrais pas venir me donner un petit coup de main? Bien sûr. J'ai un copain qui s'appelle Potiron et que je vis au pays des jouets et que même des fois, je m'appelle Oui. Bonne nuit, Pimprenel. Oh c'est surtout dans Dragon Ball Z, Trunks du futur et Sangohan adolescent. Alors dans Dragon Ball, je faisais Goku quand il était petit. Puis après, j'ai fait son fils, Sangohan, puis son fils, Sangoten, Trunks, quand il était petit. Videl et C18, qui était un cyborg. Et puis Kaioshin après, à la fin, qui était un... Je sais plus comment il s'appelait, Neptune, je crois, il s'appelait. C'est rigolo, j'ai fait un trou dans ce gros rocher, je peux recommencer, Eddie? Comment avez-vous vécu l'arrivée des mangas en France? Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Lorsqu'on a commencé les premiers doublages de Dragon Ball, c'était les premiers mangas qui arrivaient en France et même en Europe. Et pour nous, c'était très étrange parce que ça ne voulait pas dire grand-chose. On ne comprenait pas ces dessins. Pour nous, le dessin animé, c'était Disney, c'était des histoires douces, c'était des dessins ronds. Et là, d'un seul coup, on a des dessins pointus, on a des personnages très hauts en couleur. On se demande au départ, on dit tiens, c'est curieux, c'est quoi ce truc? Et puis, avec le temps, on est rentré dedans et on a fini par les apprécier, nos personnages. Moi, je les aime bien, en fait. La première fois qu'elle m'a vu comme ça, elle a eu un choc. C'est normal, ne t'inquiète pas, maman déteste les super guerriers. Passons à notre doubleuse japonaise. Comment entre-t-on dans la peau de ces personnages? Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Lorsque j'ai joué une idole qui change de métier dans Perfect Blue, c'était comme si c'était moi qui étais dessiné. C'était très réaliste. Donc, je n'ai pas rencontré de problème pour ce rôle. Par contre, lorsqu'il y a une différence d'âge, par exemple un rôle de petite fille comme Tomoyo Daiduchi dans Cardcaptor Sakura, là, la création du personnage m'a pris beaucoup de temps. Plutôt que de trouver des points communs, je lis l'œuvre originale. Je me plonge dans son univers. Mais très souvent, je n'ai pas l'original. Bien sûr, il y a les sentiments simples à faire, mais j'interprète souvent mon rôle en étudiant les dialogues et les expressions des visages. On rentre dans un rôle comme ça, comme on rentre dans tous les autres rôles, c'est-à-dire qu'on leur trouve leur caractère, leur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on a à défendre. Et puis, c'était un petit héros, donc moi j'avais quelque chose à défendre de très fort. Goku, au départ, c'est le mythe de l'enfant singe, c'est un conte chinois qui est un très joli conte, c'est-à-dire que peut-être on vient tous du même être qui est le singe et que c'est l'animal qui est en nous est devenu civilisé parce qu'il s'est civilisé et qu'il est devenu homme. C'est ça qui est génial, c'est qu'au doublage, tu peux aussi jouer des rôles que physiquement on ne te donnerait pas. Parce que malgré tout, les comédiens aiment bien dire qu'ils peuvent tout jouer, mais c'est pas complètement vrai. Et ton physique aussi, quelquefois, peut te limiter à certains rôles. Alors que là, au doublage, tu peux quand même finir par jouer des trucs où tu n'aurais jamais pensé jouer ça. Tu vois, tu fais des gros, des petits, des grands, des maigres, rien qui ont la voix comme ça, dès qu'on lui voit. Et ça, c'est un exercice absolument extraordinaire. Tu peux te transformer facilement en super guerrier et tu n'es même pas capable de voler? Pour nous, un beau doublage, c'est un doublage qui s'oublie.
quand tu as fait un beau film ou que tu fais une série drôle, comique ou que tu es sur un téléfilm, quelque chose, et on dit « Ah, c'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était toi » ou on avait complètement oublié le doublage, tu dis « Bon, bah c'est chouette, c'est un doublage réussi. » C'est exactement ça, tu as tout deviné, Sangoten. Allez, viens, on rentre. Je te suis. Le mot de la fin? Eh bien, ça serait bien de regarder Geek quand même, parce que sinon Potiron il va pas être content. Et bye bye. RL, toi, ton avis sur les doublages d'animes japonais en France? En France? Ouais. Non, j'ai pas d'avis. Ah, ça, c'est une réponse. Moi, j'aime uniquement quand c'est Pierre Athey qui double. Non, mais voilà, c'est qu'il y a des doubleurs professionnels, mais c'est rare que. Enfin, des doubleurs de cinéma. Par exemple, le film de Ghost in the Shell est très bien doublé. C'est le doubleur de Schwarzenegger, je crois. Ah, c'est possible. Qui fait la voix de bateau. Enfin bon, mais dans l'ensemble, c'est vrai que. On a tous Mais beaucoup toi, de mal. Fred, ça a dû plus te marquer les doublages d'animes comme les Ça dépend, les vieux, voilà. Il y a un aspect nostalgique. Si tu prends Ken le Survivant, t'as vraiment les gens qui adorent et les gens qui détestent. Oui, mais c'est parce que le texte aussi avait été modifié. Parce que le texte a été modifié, Nicky Larson, c'est pareil, l'esprit a été un peu changé. Après, sur les mangas, sur les animés vraiment récents, c'est difficile parce qu'en plus, il y a des voix qui sont tellement aiguës au Japon, c'est quasiment impossible de retrouver le même type de voix en France. Quand on commence à être habitué en fait, à la voix japonaise, c'est très difficile de passer à la voix française. En tout cas, le prochain sujet qui arrive va peut-être nous permettre de savoir si un jour nous serons tous d'accord autour de ce plateau, puisque Baptiste et Nico enquêtent sur « Peut-on prédire le futur ?» Rubrique Histoire, les nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bon patron, on travaille sur quel dossier avec Baptiste? Je l'avais pas vu venir celui-ci. Prédire le futur. C'est parti. Si vous avez aimé cette thématique, vous aimerez Minority Report de Steven Spielberg, Prédiction d'Alex Proyas, Intuition, le superbe film de Sam Raimi, le moins bon Next avec Nicolas Cage et ses moumoutes, la série de J.J. Abrams, Person of Interest, la série Medium ou encore Dead Zone de Stephen King. Bien patron, on va parler de prédire le futur. Avec Baptiste, on a trouvé pas mal d'informations et je vais commencer en histoire avec un personnage très connu dans l'inconscient des gens qui est Nostradamus. Il a annoncé de grands événements, la plupart, en tout cas ceux qu'on a retenus, sont des événements plutôt terribles. On va parler du putsch d'Adolf Hitler, on va parler de l'arrivée au pouvoir de Franco, l'arrivée de Napoléon, des personnalités, des gens connus, et pour terminer, les fameuses bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Alors du côté scientifique et technologique, il faut savoir qu'aujourd'hui, on reste limité à la prédiction météorologique principalement. En revanche, il existe des logiciels de probabilité qui vont calculer et scruter le web et certains documents. Moi, je cherchais dans cette rubrique histoire un personnage en France qui pouvait représenter, en termes d'histoire, des prédictions. J'ai trouvé une dame qui sort un peu de l'ordinaire du début du siècle, qui s'appelle Geneviève Seifel, qui vient de la région Bretagne, la forêt de Brocéliande. Elle a séjourné toute sa vie durant dans le fameux manoir de Tertre, et elle était toujours consultée par les plus grands. Charles de Gaulle lui a demandé régulièrement des consultations. Des centaines de personnes lui ont demandé des consultations, de savoir quel pourrait être leur avenir. Elle a acquis une vraie réputation de médium en France, une femme respectée. Ses prédictions ont, dans l'ensemble de tout ce que j'ai vérifié, plus ou moins collé à ce que Charles de Gaulle lui demandait. Je me permets de rappeler un point historique, Nico. C'est que le 11 septembre 2001, nous savons tous ce qu'il s'est passé, on aperçoit un pic des sociétés qui vont se spécialiser dans la prédiction, dans l'étude de l'avenir, par l'analyse du web et des documents qu'on fournit à ces mêmes logiciels. Depuis 2001 donc, la CIA et la DARPA utilisent ces logiciels. Je vous rappelle, qu'est-ce que la DARPA? Une agence de recherche et de défense sur le sol américain. Moi, Baptiste, je vais terminer sur un point, un personnage qui est beaucoup plus léger que les domaines que tu viens de traiter, Cyrano de Bergerac. On le connaît en tant qu'acteur pour ses pièces de théâtre, ses nombreuses adaptations, films, livres, et il savait même manier l'épée. Mais est-ce que vous saviez qu'il avait été capable de prédire l'avenir? Différents points, le voyage sur la Lune, les fusées, le dictaphone, et pour terminer, les ampoules. Rêveur ou génial inventeur, médium? Enfin, il faut savoir qu'un très grand moteur de recherche, une très grande société qu'on connaît tous et qu'on utilise tous les jours, s'est associé avec la CIA à hauteur de 10 millions de dollars pour développer un moteur de recherche et d'analyse du web, d'analyse émotionnelle capable de prendre en charge le type de langage utilisé sur le web, de prendre en charge les photos, les vidéos, enfin tous les documents pour les analyser et prédire l'avenir.
L'avantage de ce logiciel, c'est que même s'il est moins performant que dans Minority Report, on a fait un test avec ce même système. On a analysé 20 ans de données web sur un quartier américain très connu, le quartier de Memphis. En 2008, ce logiciel renvoie des résultats. Il renvoie une prédiction de l'avenir sur les futurs quartiers alentours qui vont et qui sont susceptibles de recevoir un taux de criminalité beaucoup plus élevé. Les quartiers les plus sensibles ont été envoyés aux services de police concernés et la même année, la criminalité a chuté de 31%. Enfin, je me permets de rappeler que ce ne sont que des logiciels de prédiction et qu'en 1997, un des premiers du genre, s'appelant WebBot, a prédit la fin du monde le 21 décembre 2012. Voilà, patron, vous avez tous les éléments scientifiques, technologiques et historiques. Nous espérons que ces informations seront utiles à vous et à l'organisation. Bon, en tout cas, ce que je peux prédire, c'est que le prochain à passer sur le grill, c'est Laurent. Rubrique BD et romans avec Laurent. Un comic book aujourd'hui en 75 épisodes qui s'est étendu de 1989 à 1996. On en regarde quelques images, il s'agit de Sandman. J'espère qu'il n'y a pas une fillette de 6 ans, parce que sinon, Fred est très proche de toi. Hein. Il y a des adolescentes. Mais quel graphisme voilà. Alors ça dépend, super beau. Il y a eu plein de dessinateurs. Les couvertures sont de Dave McKean, qui est, on peut le dire, un génie graphique qui fait... alors les couvertures qu'on a vues là, j'en ai vu en vrai, c'est des espèces de tableaux avec des vrais objets collés, des vrais objets, tu vois, c'est en relief, c'est magnifique. Il a fait les 75 couvertures de la série. Donc la série parle du Sandman qui est en français le marchand de sable. Vous avez vu son look, c'est un peu, c'est une espèce de goth qui ressemble un peu à Robert Smith. Mais là, la couverture là, c'est lui qui l'a faite. Non, c'est pas Dave McKean. C'est Amano alors. Oui, c'est le truc après avec Amano. Ça me fait un peu penser à The Crow dans le faciès du héros. Oui, The Crow aussi, c'était très inspiré par toute cette musique goth. Voilà. Donc Sandman, le marchand de sable, c'est le maître des rêves. Voilà, il règne sur le domaine des rêves. Donc chaque fois qu'on rêve, nous, on va dans le domaine des rêves et on peut rencontrer le Sandman qui apparaît à chaque personne différemment. Voilà. Si on est un chat, il va apparaître comme un chat avec un faciès de chat. Voilà. Si on est asiatique, il va apparaître en asiatique. Une manette de console, on apparaît comme ça. Et si on est aveugle? Ah, alors ça, je pense que dans les rêves, on peut voir même quand on est aveugle, tu vois. Il y a ça qui se fait. Je t'emmerde. Excuse-moi, mais Clémentine était paraplégique et dans ses rêves, elle marchait. Eh oui. Ouais, mais bon, elle marchait le jour avant de devenir paraplégique aussi. Laurent, tout est possible dans le monde des rêves. L'histoire, c'est celle du Sandman qui, au début, est fait prisonnier par un pseudo Aleister Crowley qui l'emprisonne pendant 90 ans, un occultiste anglais, voilà, qui l'emprisonne. Et l'histoire commence avec le Sandman qui s'évade et qui va reprendre possession de son domaine, qui va rencontrer des gens, qui va être menacé par les parcs justement qu'on retrouve. Il y a beaucoup de trucs mythologiques. On voit Odin, on voit Thor, de la mythologie. C'est de la fantaisie, on pourrait dire, urbaine. Donc il y a toute cette histoire qui s'étend sur les 75 numéros. Il y a aussi des numéros uniques où il y a des histoires, des one-shots qu'on appelle. Par exemple, il y en a un avec Midsummer Night Dream, la pièce de William Shakespeare qui est jouée devant les personnages qu'elle met en scène, c'est-à-dire devant les vrais personnages qui viennent du monde des fées. Voilà, donc la fantaisie se mêle à l'art. Voilà, c'est de la fantaisie urbaine. Ça a eu un succès phénoménal au début des années 90, à tel point qu'à un moment, vers la fin, ça vendait plus que Superman et Batman, qui étaient les titres phares de chez DC. Et c'était publié dans le label Vertigo, dont je vous ai déjà parlé, parce que c'était le même qui publiait Preacher, dont on a déjà parlé ici. Un peu différent, quoi. Voilà, Constantine aussi, Hellblazer. Et voilà, c'était vraiment, ça a plu vraiment beaucoup aux femmes, c'est ce qui a expliqué ce succès. Ça a vraiment lancé la carrière de Gaiman, qui est devenu romancier par la suite. Alors, à la relecture, là, je l'ai relu pour l'émission. Ça m'a beaucoup moins plu qu'à la première fois quand j'avais 17-18 ans. En fait, c'est de la daube. En fait, Laurent en train de me dire ça. Je l'ai lu, c'était vraiment cool. Mais je pense que c'est plutôt... J'étais beaucoup plus jeune et ça correspondait plus à mon état d'esprit de l'époque. Et je pense que t'écoutais les Cures et tout à l'époque. J'utilise ce même argument pour ma série aussi. C'est quand on la regarde, peut-être que ça ne sera pas le même charme que quand je l'ai découvert à l'époque. C'est pas un truc d'enfant, mais c'est plus un truc d'ado. Est-ce que c'est une question d'époque ou est-ce que c'est une question d'âge? C'est une question d'âge, je pense. C'est un peu plus pour les jeunes. Aussi, la fantaisie, peut-être ce genre-là me branche moins, je sais pas. Pas forcément.
vieilli, Laurent. J'ai trouvé ça très bien fait, mais ça m'a moins parlé qu'à l'époque. Voilà. Un dernier truc, il y a aussi le personnage très célèbre qui est sa sœur, Death. Ses frères et sœurs, tous leurs noms commencent par D. C'est les infinis. David. Il y a Dream. Lui c'est Dream. Lui c'est Dream, le Sandman. Il y a Death. Il y a Destruction, Delirium. Voilà. Et donc, c'est les Éternels qui sont ses frères et sœurs. Et le personnage de Death est une jolie gothique qui est un des personnages les plus fascinants de la série. Sandman, jetez-y un œil, c'est en train d'être retraduit en entier. C'est publié chez Urban Comics et c'est quand même un magnus opus. À découvrir. Ouais. Autre chose à découvrir, c'est la rubrique de François, le talent web. Et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, c'est un réalisateur de court-métrage. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Alors, comment faire pour être chroniqueur web sur Plus ou moins Geek? 3 étapes. L'ouverture, comme ça. La blague, je me suis assis et j'ai pété. Classique. Et enfin, on termine comme ça. Tout de suite, un talent web. Rencontre avec un nouveau réalisateur que nous avons découvert sur Internet, alors qu'on cherchait autre chose, on ne dira pas quoi, mais c'était interdit aux moins de 18 ans. Non mais, bon, bref, on n'en parle pas. Hein. On doit à Denis Larzilière le magnifique 56 pesos, court-métrage qui détonne entre Frank Miller et Tarantino. Denis, c'est à toi. Alors, je m'appelle Denis Larzilière et je suis réalisateur, pour l'instant, de courts-métrages de fiction et pas mal de vidéoclips aussi actuellement. Parle-nous de 56 pesos. Alors, 56 pesos, donc c'est mon dernier court-métrage qui date de 2008. On va dire c'est un mélange de plusieurs styles, c'est un western chamanique. Après, l'histoire est un peu compliquée, en même temps très simple. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui a loupé un contrat parce qu'il a été ensorcelé par un magicien. Et donc le film, c'est un film de traque où il va traquer ce magicien pour déjouer son sort. Il faut savoir que 56 pesos, c'est pas le premier film de la série. Il y a eu 55 pesos que j'avais réalisé un an avant, qui partait du même principe visuel, c'est-à-dire un film quasiment entièrement filmé sur fond vert. Les décors ont été faits après en post-prod sur After Effects, principalement à base d'illustrations et d'encre de Chine. Donc pour ça, j'ai bossé avec un illustrateur qui s'appelle Guillaume Genet. Donc c'est lui qui m'a aidé à concevoir cet univers visuel. Comment est né 56 pesos? Alors l'idée, en fait, j'ai été étudiant aux Arts décoratifs de Paris, à l'ENSAD, et on avait eu un sujet, il fallait faire un film sur le thème western. Donc c'était complètement libre, hormis le thème western, et on avait un studio à disposition. Et le fait est qu'évidemment, il n'y avait pas de budget pour créer des réels décors. Donc moi, je suis vraiment parti directement sur le principe de fond vert et d'incruste, et du coup de complètement recréer cet univers et de jouer justement le côté hyper graphique. C'est-à-dire de ne pas prendre le manque de budget comme un handicap, mais au contraire s'en servir pour le détourner et faire quelque chose de pas du tout photoréaliste, mais d'assumer à fond le côté BD. Combien de temps a duré le tournage? Alors 56 pesos, le tournage s'est passé sur 5 jours. 5 jours de studio, et plus on avait fait une demi-journée en extérieur pour une séquence de forêt. Le tournage a été très très simple. C'est par contre la post-production, vu que c'est vraiment un film de post-production, qui a été beaucoup plus longue et fastidieuse, vu qu'il y a eu plein de tests visuels différents avant d'arriver au rendu que je voulais. Donc voilà, chaque plan a été fait environ entre 10 et 20 fois avant que je réussisse à avoir le visuel que je voulais. Quel était ton parcours avant ce court-métrage? Avant de réaliser, j'ai commencé par faire beaucoup de bandes dessinées. Je faisais des fanzines avec plusieurs amis au collège et au lycée. Donc vraiment, moi j'étais vraiment parti à la base pour être soit dessinateur de BD, soit illustrateur ou graphiste. Et j'ai commencé en fait avec un ami à faire des petits courts-métrages en pâte à modeler, vraiment de manière très simple et vraiment pour s'amuser. Et puis finalement, j'ai commencé à en faire moi de mon côté tout seul. Et puis ça, c'est devenu de plus en plus ambitieux.
Après, j'ai commencé à vraiment écrire des courts-métrages, bosser avec des comédiens. Quelles sont tes influences? Donc, un des films qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, c'est Tetsuo de Shinya Tsukamoto. Parce que c'est là où j'ai vraiment senti une énergie punk. Un autre film qui m'a donné aussi envie de faire du cinéma, c'est le long-métrage d'animation Akira, que j'avais vu, je devais avoir 10-12 ans, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et c'est là, en fait, c'est le long-métrage qui m'a amené au manga papier. Donc j'ai commencé par lire Akira, et puis après j'ai beaucoup été influencé par tout ce qui était cyberpunk. Quels sont tes projets? Là, voilà, j'ai envie d'aller vers un cinéma plus classique dans la forme, mais pas du tout plus classique dans le fond. Enfin, mon prochain projet, là, je suis en écriture d'un long-métrage qui va être une comédie de science-fiction de kung-fu gore. Donc voilà, un truc... C'est un film qu'il faut pas faire, mais j'ai envie de faire, en fait. Bon, c'est pas tout ça, mais vos histoires, je m'en tamponne le coquillard. Vous me devez 56 pesos. Et là, il serait temps de régler la douloureuse. Eh bien, nous, on a hâte de voir ça, Denis. Tu as intérêt à venir nous en parler dans Plus ou Moins Geek. Tu es ici chez toi, mon vieux. Denis, à qui on souhaite bien sûr de passer au long métrage, comme tous les autres réalisateurs de courts métrages qu'on a mis en avant ici. Il y a eu David Sario, on a eu Clément, de Zombie Laden, dans lequel tu apparaissais. Je ne sais pas si tu apparaîtras dans la shopping list de Franck, mais en tout cas, c'est à lui. Tout de suite, la shopping list. Quoi, attends, redis-le-moi en face. Comment ça, j'ai pas le rôle dans Joséphine Angerdien? Écoute, je vais pas rester à la shopping list toute ma vie, ok? Moi, je veux viser le plus haut, le summum. Bah, t'es viré. Voilà, c'est tout ce que t'as gagné. Oh non. Ça tourne, là? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle shopping list. On va bien s'amuser. Metal Gear Rising Revenge chez Konami. Attention, ne vous attendez pas à un Metal Gear Solid classique posé au fond d'un carton pour échapper aux ennemis, mais plus un beat'em all où vous allez rentrer dans le tas avec votre sabre futuriste. C'est développé par Platinum Games, le studio qui a aussi fait Mad World ou encore Bayonetta. Vous y retrouverez quand même quelques phases d'infiltration avec des cinématiques toujours aussi longues et réussites pour notre plus grand plaisir. Un bon jeu auquel je donne 163 497 sur 200 000. Allez, comme ça. Iron Sky, un film de science-fiction humoristique finlandais sur une armée qui a attendu 70 ans sur la face cachée de la Lune pour revenir en 2018 attaquer la Terre. C'est assez bien foutu et j'avoue que je ne savais pas ce que faisait la Finlande après avoir créé le Nokia 3310. La poussière de l'aube, un roman de Beat Lit sur une jeune et belle femme qui un jour se réveille sans aucun souvenir de sa vie d'avant et va suivre un parcours initiatique de près de 100 ans. C'est super long. Un premier tome pour Cathy Koopman qui, avant d'écrire ce livre, était script dans des courts-métrages puis productrice déléguée. X-Force chez Panini Comics. Attention, je tiens à préciser que c'est pour les lecteurs avertis. Et on peut lire sur la couverture sexe plus violence. Bon, généralement, dans les médias, quand on associe ces deux mots, c'est pas génial. Enfin bref, là c'est une mini-série avec une belle mercenaire mutante et un beau Wolverine bien énervé et bestial comme on le connaît. De plus, j'ai massé le style graphique, dark et mouvementé à la fois, c'est super cool. Walking Dead chez Delcourt. Plus la peine de présenter ce comics que tout le monde connaît, mais pour les quelques personnes qui sont restées enfermées dans leur bunker en croyant qu'il y avait la fin du monde en 2012, je vous explique. C'est un flic qui se réveille dans un hôpital et il y a plein de zombies autour de lui. Et il essaye de survivre. Voilà. Bon, c'est un petit peu résumé à la va-vite, mais c'est le principal. Pinkerton chez Glénat. Vous l'aurez deviné à la couverture, on parle de cow-boy et de western, et aussi plus particulièrement de Alan Pinkerton, un détective qui se montre aussi impitoyable que les criminels qu'il poursuit. Autant vous dire que je suis pas un grand fan de cette époque, la conquête de l'Amérique, la mort des Indiens, tout ça, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Non, sérieusement, c'est pas ma tasse de thé, c'est à qui? J'avais pris de la verveine. Adam et Elle, chez Glénat, une histoire d'amour en 2 volumes sur la vie d'Adam qui ne sait plus trop où il en est, ce qu'il doit faire, il a peur d'être déçu, peur de souffrir dans une nouvelle relation amoureuse. Il imagine donc un plan un peu étrange qu'il croit maîtriser, mais Adam ne sait pas à quel point le jeu de l'amour est complexe. Bah moi j'avoue, le jeu de l'amour, j'ai rien capté, hein. J'y ai joué avec des potes, j'ai pas compris. Sherlock Holmes chez Soleil. Dans cette BD, vous allez enfin découvrir ce qui mènera le jeune Sherlock à devenir le détective que l'on connaît maintenant. Une histoire qui se déroule en 1876, une date où l'on croit que rien ne s'est passé, mais détrompez-vous. Au Japon, le gouvernement interdit le port du sabre et du costume traditionnel. Cette mesure visant les samouraïs provoque la révolte des anciens guerriers de la région de Kumamoto. Bon, d'un côté, qui ne le savait pas, hein.
X-Men l'intégrale chez Panini Comics, un livre d'environ 300 pages consacré aux X-Men qui rassemble les épisodes de la première moitié de l'année 1989. Avec des couleurs flashy, c'est super rétro et moi j'adore le rétro. Pas les trucs de voiture, les trucs rétro quoi. Et voilà, la shopping list est terminée. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Quant à nous, on va retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek. Oh. Oh. Oui, allô, Mimati ? Oui. Ma taille, 1m85. Comment ça, je suis trop grand ? N'importe quoi ? Mais attendez, je peux peut-être me faire une réduction mammaire ? Les amis, moment un peu cultissime de cette émission, le moment de vous mouiller. À qui allez-vous décerner le petit plus au chroniqueur qui vous a le plus convaincu ? Oh, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être Fred, à mon avis, RL, ça va être chaud. À qui donnes-tu ton plus, RL ? Non, pour contrarier Fred, j'ai à moi. Non, je rigole. Non, mais Laurent, ça a l'air Je suis sûr que t'aimerais, ouais. Et David aussi, en fait. Alors là, ouais. Ça m'émeut. Même si ça a l'air de piquer les yeux, ça a l'air sympa, quoi. Ça a l'air... Bon, bah, je savais qu'il y avait une vacherie juste derrière. Non, ça a l'air de piquer les yeux quand même. Mais non, ça m'intéresse quand même. Ouais. Laurent ? Moi aussi, Iri Indiana et toi. C'est un petit... Seb ? Moi, je choisirais toi, mais c'est quoi ? C'est Marshall et Simon ou... En français, oui, c'est le titre Simon. terrible. Avec le nom, moi, ça me donne envie. Marshall et Simon. Oui, Eri Indiana, c'est plus sympa, c'est pour ça que je l'utilise. Fred ? Mais moi, personnellement, je vous ai tous trouvés complètement pourris. Donc... Comme d'habitude. Donc, je choisis moi. Je vais te la donner à toi au pif. Donne-la moi. À toi, Rurik. Personne n'a défendu Jean-Claude. Vous êtes vraiment des salauds. D'ailleurs, premièrement. Deuxièmement, il y a tellement de trucs bien que je ne sais quoi choisir. J'aurais dit Eri Indiana ou la BD de Neil Gaiman. Je vais faire un choix. Allez, Eri Indiana. Et donc, en tout cas, moi, je donne mon petit plus à RL. Tout simplement parce que je pense qu'on a été peut-être un peu de mauvaise foi sur cette série que nous n'avons pas lue. Et Seb, et que nous ne lirons pas. Que nous ne lirons pas. Si vous avez envie de poursuivre l'aventure, ça se passe sur les réseaux sociaux qu'on ne peut citer qu'en partie. Donc, je dirais Geekbook, Geekter. Il y a une appli Geek que je vous encourage de télécharger puisque du coup, sur votre téléphone portable, vous aurez plein d'informations sur l'émission, quand est-ce que c'est diffusé, les sommaires, plein de choses magnifiques. Il y a un forum, il y a un site internet. Deux petites choses avant de se quitter. Un bon geek sera toujours un geek curieux et il n'y a pas d'âge pour se revendiquer plus ou moins geek. À bientôt les amis. Ciao.